Cosa Vostra. C'est une période qui est évidemment totalement fascinante. Moi, je suis en transe tous les matins parce qu'il se passe, il y a des révolutions tous les jours, économiques, macroéconomiques, financières. Donc, ça évidemment passionnant. Et puis cette schizophrénie, c'est-à-dire à la fois tu dois être dans la course parce que tu peux pas t'arrêter puisque ça peut encore durer pendant 2-3 ans, et à la fois, tu dois être relativement prudent. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Clap début, Marc Fiorentino. Moi j'ai une histoire de, je peux pas dire une histoire d'amour, on va dire il est complètement fou, mais moi j'adore Marc Fiorentino, il le sait à chaque fois que je te vois, je te le dis à chaque fois que je te parle, je lis tes newsletters. C'est gentil. Et c'est pas que d'ailleurs les tu sais quoi ? Alors on a enregistré pour tout le monde, où j'ai mes notifs, je vais les arrêter. On a enregistré, juste pour ceux qui connaissent pas cet épisode, sur Génération du Yourself, mon autre podcast. C'était très sympa. C'était très sympa. Et avant, depuis, après, je lis tes newsletters et non seulement j'aime beaucoup le côté très didacticiel, c'est-à-dire que tu vulgarises j'essaye pas mal de choses. J'aime bien le faire. Ouais. Et en plus, j'aime bien le style. Je te demandais à l'instant si tu allais continuer bien, etc. Mais c'est très le punch, quoi. Et souvent, autour de moi, je peux dire, c'est un de nos métiers aussi chez Cosa Vostra, mais dire, attends, regarde comment c'est fait, c'est simple, c'est efficace, ça va vite. J'essaye. Il n'y a pas de... J'essaye parce qu'en fait, j'exprime une passion, donc c'est assez sympa et j'ai envie de la partager. Et surtout, j'ai envie de montrer que c'est simple. C'est surtout ça mon idée, c'est-à-dire que l'idée c'est nous dans la finance, je dis nous dans la finance parce que moi j'y suis depuis près de 40 ans, on a tendance à tout compliquer parce que ça permet de mettre une barrière à l'entrée, donc comme dans la philosophie, quoi. Comme dans tout, sauf que contrairement à la philosophie, nous ça nous rapporte beaucoup d'argent de mettre une barrière à l'entrée, et donc ce que j'essaye d'expliquer, c'est que finalement cette barrière à l'entrée elle est totalement artificielle et que on met des acronymes qui sont extrêmement compliqués pour une chose qui est extrêmement simple. J'ai fait cette semaine, on en parlait tout à l'heure, un truc sur les SPAC qui sont très à la mode à Wall Street. Si tu dis aux gens les SPAC c'est pas des Special Purposes Acquisition Company, tu dis ça, tu fais peur à tout le monde. Si tu dis c'est juste un chèque en blanc, là tout le monde a compris. Et en fait c'est juste un chèque en blanc, donc c'est pas la peine de rendre le truc plus complexe. Sauf que une SPAC ça rapporte quelques dizaines de millions, et un chèque en blanc, si tu dis c'est juste un chèque en blanc, ça te rapporte pas beaucoup d'argent. Ça t'amène à la casse-prison. Voilà. On verra. L'avenir nous le dira. Voilà, et en effet, pour ceux qui pourraient être effrayés dès ce début d'épisode, une SPAC, tout ce qui est Wall Street Biz récemment avec ce qu'on a vu sur l'investissement dans GameStop, dont j'ai parlé sur ma newsletter de Génération du Yourself, tout ce qui est... En fait, c'est expliqué... en particulier, là, je parle de la newsletter de Marc et... vous tapez une newsletter Marc Fiorentino ou meilleur placement, vous trouverez, moi je vous la recommande, voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, ouais. C'est gratuit, on la reçoit tous les matins, on peut même s'inscrire à une newsletter du soir pour la partie boursière si on est... si on est féru de bourse, on a envie de s'intéresser à la bourse, enfin, voilà. Voilà, donc, écoute, moi, tu vois, c'est assez marrant, mais avec Time to Sign Off, que je lis religieusement tous les jours, que j'ai reçu également, et c'est comme ça que j'ai connu tes newsletters, donc c'était bien fait. Ta newsletter, c'est les deux seuls, à peu près, que je lis, en tout cas de manière quotidienne. Il y a des hebdos après. Et j'espère que les gens qui lisent ces deux newsletters écoutent mes deux podcasts, comme ça on boucle la boucle, tu vois. En tout cas, ce dont on voulait parler, je t'ai contacté la semaine dernière pour parler un peu de value investing, et puis tu m'as dit non, moi je préfère parler de bulles, c'est ce qui me passionne en ce moment, et je me suis dit ouais, très bien, ça me va. Alors je pense que les deux sont liés. Sont liés, évidemment. Évidemment. Les deux sont liés, puisqu'on peut pas parler de l'un sans l'autre. Voilà. Tu veux qu'on fasse un point un peu sur... sur contextualiser les deux à la limite, et puis on va partir sur les bulles après, surtout.
Ouais, voilà. Alors en fait, pour les gens qui connaissent peu la bourse, il y a deux façons d'investir en bourse. Il y en a même plusieurs, il y en a 10, il y en a 15, mais on va prendre les principales. Il y a l'approche qui est considérée comme l'approche value. C'est-à-dire, j'analyse son chiffre d'affaires, j'analyse sa rentabilité, j'analyse sa croissance, j'analyse son endettement. À partir de là, j'essaye de déterminer, de répondre à une question qui est très simple. Que vaut cette société? C'est un exercice de valorisation, valorisation, valeur. C'est-à-dire, quelle est la valeur intrinsèque de cette société hors contexte? Ce que j'ai lu récemment là-dessus, c'est trois grandes choses. Tu me dis si je me trompe, c'est on va dire le business, donc chiffre d'affaires, rentabilité, etc. d'une part, les fondamentaux, les assets, donc ça c'est des choses que souvent on regarde pas, c'est-à-dire est-ce que la boîte a de l'immobilier, de la trésorerie, des choses comme ça, et le management, c'est les trois grandes choses qu'on doit regarder. Oui, alors en fait c'est plus simple que ça ou plus compliqué. Alors c'est vrai que les assets, je le mettrai un peu à part, c'est pas ce qu'on regarde, ça c'est une donnée importante, mais ce qu'on regarde surtout c'est le chiffre d'affaires, la rentabilité, la croissance, le niveau d'endettement, le marché sur lequel on se trouve, le positionnement qu'on a sur ce marché-là. Est-ce que c'est un marché en très forte croissance ou un marché en contraction? Est-ce qu'on a une part de marché qui augmente ou qui diminue? Est-ce qu'on a une valeur à l'entrée? Enfin, des choses extrêmement évidentes. Et évidemment, comme on dit, pour une boutique, il y a les trois critères, c'est la localisation. Là, le critère, c'est management, parce qu'avec un bon management, on a de toute façon souvent des bons fondamentaux et on retrouve des bons managers dans différentes boîtes. Et ça, c'est la partie la plus irrationnelle. C'est-à-dire que... Non, c'est une partie, non, parce que finalement, c'est un jugement. Alors, effectivement, c'est plus difficile pour les jeunes entrepreneurs, mais c'est un jugement de track record. On voit bien, si tu veux, quelqu'un qui a délivré pendant des années, il va continuer à délivrer. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Pas d'accident. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de sujet. Donc, ça, c'est value. Et ça, je dirais, l'image de la value, c'est Warren Buffett. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire, que vaut cette boîte? Les contrarians, ouais. Pas contrarians. Non, au contraire. Contrarians, c'est des gens qui vont aller contre des tendances. On va en parler tout à l'heure. Là, c'est vraiment des fondamentalistes. C'est-à-dire qu'on regarde la valeur fondamentale d'une entreprise. Elle est pas chère, elle est chère. Et les value investors, c'est des gens qui disent, tiens, cette boîte, elle devrait valoir tant et elle vaut pas ce qu'elle devrait valoir. En face de ça, on a ce qu'on appelle les momentum players, c'est-à-dire des gens qui ne jouent pas forcément la valeur fondamentale de la boîte, donc pas la value, mais ce que vous appelez dans votre monde de jeunes la traction, c'est-à-dire est-ce que cette boîte, elle est sur la vague, momentum. Est-ce qu'elle surfe sur une vague? Ça peut être soit parce elle disrupte, soit parce qu'elle a de la croissance, soit parce qu'elle a trouvé quelque chose qui lui permet d'aller plus vite que les autres, soit parce que son marché est en pleine explosion, soit parce que son patron a beaucoup de monde qui le suivent sur Instagram. Non, je dis des conneries. Oui, non, mais c'est pas faux. Enfin, c'est effectivement. Et donc là, on est dans un momentum, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la photo instantanée de la boîte à un moment donné. C'est plutôt on se projette. Et est-ce que cette société-là, est-ce que sa valeur peut croître? Est-ce qu'elle est dans un momentum? Est-ce qu'elle est en train de surfer sur une vague, quelle qu'elle soit? Ça peut être la vague du dirigeant, la vague du produit, la vague du marché, la vague du pays, la vague de ce que tu veux. On a plein d'exemples de momentum playing. Et évidemment, tout ce qui a été momentum playing, ça a été, par exemple, toutes les boîtes techno aux États-Unis. Donc là c'est assez irrationnel pour le coup. Non, là aussi il y a une rationnelle. Les gens qui investissent là-dessus, c'est pas des gamblers, hein. C'est pas des gens qui vont au casino. Hein. Là, on parle de très très grands investisseurs. C'est pas Warren Buffett, c'est une autre école. D'accord. C'est des gens qui ont une vision, qui vont dire Warren Buffett, il regarde un peu trop ce qui existe aujourd'hui et puis il essaye d'extrapoler à partir d'aujourd'hui sur ce qui va se passer après. Et nous, on a une vision. On regarde ce qui va se passer, on regarde si cette boîte, peut-être elle aujourd'hui, elle perd de l'argent. Un momentum player, si tu veux, un value investor, il n'aurait jamais investi dans Google ou dans Facebook à l'introduction. Voilà, c'est ça la grosse différence. Parce qu'il aurait dit, non, ça vaut pas 80 milliards ou 60 milliards, ou c'est impossible. Ils perdent de l'argent. Et par contre, un momentum player va dire, mais ces gens-là, ils vont exploser. Et tu vois bien qu'un value player aurait
n'aurait pas investi et n'aurait pas gagné d'argent dans ces 2 boîtes, alors qu'un momentum player l'aurait fait. Je pourrais peut-être te répliquer, connaissant bien la tech, que sur un Facebook et un Google en particulier, alors c'est facile à dire maintenant, mais le Facebook, moi j'ai vraiment misé beaucoup personnellement j'ai dit à ma femme qu'il pouvait aller ailleurs très clairement. Je lui ai fortement recommandé d'aller bosser chez Facebook et grand bien m'en a pris, tu vois. Et en l'occurrence, je pense que à l'époque, quand ça valait 3 milliards, 6 milliards, et c'était le cas à ce moment-là, je me disais, mais c'est fou que ça vaille aussi peu. Mais en revanche, je savais, moi, parce que je connaissais bien ce business, je comprenais, je faisais déjà des pubs sur Facebook, je comprenais le levier qu'il y avait, je pensais que toutes les boîtes allaient y aller, je voyais que tout le monde voulait rentrer sur Facebook en tant que particulier, et je comprenais le modèle économique et le business qui allait se faire derrière, et en voyant Google qui avait fait déjà ça, je me disais... en termes de value, c'était pas que du momentum, tu vois. Je me disais en termes de value, c'est sous-côté. Non, mais c'est pas. En fait, on dit la même chose. C'est-à-dire que quand tu raisonnes comme tu raisonnais en momentum. C'est-à-dire que tu te disais, elle va avoir cette traction et elle est sur une vague et tu as vu la vague, alors que le gars qui est value va juste regarder le chiffre d'affaires au moment de l'année, les pertes éventuelles et considérer qu'il y a un taux de croissance qui doit être un taux de croissance normatif. Donc il y a 2 écoles, 2 écoles. Alors il faut pas les opposer, hein. Je veux dire, les gens value sont pas que sur des boîtes totalement ringardes. Tu vois bien, Warren Buffett a investi dans des boîtes qui avaient un très fort potentiel, et les gens qui sont momentum sont pas tous des rêveurs. Ils regardent aussi la valeur de la boîte. Donc c'est moins caricatural que ça. En fait, les gens ont un mix de tout maintenant. Tu peux plus te dire je vais acheter que du Total et puis par contre il y a des gens qui vont acheter que du Apple. Le monde n'est pas entre ces 2 catégories d'entreprises. Il n'y a pas des gens qui vont acheter du Saint-Gobain et d'autres qui vont acheter du Facebook. C'est aujourd'hui tout est mélangé. Il faut mélanger les 2, c'est-à-dire qu'il faut avoir une approche value et une approche momentum. Sauf en ce moment où en ce moment on est rentré dans un, c'est pour ça que on en avait parlé, on est rentré dans, enfin moi j'ai une expérience, ma passion c'est les bulles, c'est quelque chose que on parle pas de poisson, que j'ai étudié depuis toujours. J'ai eu la chance de rentrer en fait dans sur les marchés financiers avec des premières crises, avec des cracks dont les gens se rappellent même plus, mais des cracks comme en 87 ou 90 ou la première guerre du Golfe, l'invasion du Koweït. Enfin, il s'est passé énormément de choses et si tu veux, j'ai une sorte de guidebook, j'ai ma checklist de tout ce qui fait que je me dis à un moment donné, on est en bulle. Okay. Donc j'ai une liste, tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de particuliers, est-ce que les particuliers se ruent sur certaines valeurs, est-ce qu'il y a des boîtes qui sont valorisées X fois leurs pertes de façon totalement absurde, est-ce qu'il y a des augmentations exponentielles de valeur de boîte en quelques jours sans incompréhensible, est-ce qu'il y a trop de liquidités dans le marché, est-ce qu'il y a tout ça, et là j'ai envie de dire, c'est la première fois depuis le crack de 2000 que à peu près toutes les cases sont cochées. C'est-à-dire, ça m'est jamais arrivé. Même en 2007, toutes les cases n'étaient pas cochées. En 2007, c'était très particulier. C'était une crise financière. Là, c'est pas du tout ça. Là, on a une hystérie collective qu'on a connue en 1929, qu'on a connue en 2000. On a une hystérie collective. Je peux donner 25 exemples. C'est pas le but. Et puis, on va y passer 3 heures. Mais on voit très bien qu'en ce moment, alors ça a été, ça s'explique, hein. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu, il y a 3 éléments qui ont expliqué le Covid. Le Covid a fait que les gens étaient chez eux, qu'ils ont reçu en plus de l'argent, surtout aux États-Unis, qu'ils avaient rien à faire, qu'il y avait moins de sport à la télé, moins de compétition, donc il y avait moins de paris sportifs, et donc il y a eu une explosion de la gamification de la bourse, c'est-à-dire qu'ils sont allés au bout de l'exercice. C'est vrai que tout le monde dit la bourse c'est un casino, bah si c'est un casino, autant avoir une appli qui te permet de jouer en bourse comme au casino. C'est ça, et donc là-dessus on a vu, un de mes sponsors Toro, mais il y a eu des Robinhood, il y a eu des tas de... Voilà, Robinhood est l'exemple extraordinaire, parce que Robinhood, quand t'es sur l'appli,
t'as vraiment si je te dis que ça peut être de la bourse, comme ça peut être un jeu, n'importe quel jeu. C'est de la gamification. Ils viennent souvent du jeu. Ils viennent du jeu et ils ont poussé le truc à l'extrême. C'est-à-dire, vous nous racontez des trucs sur la bourse en nous expliquant que c'est un truc très sérieux. En fait, la bourse, c'est du casino. Bah, si c'est du casino, faut aller au bout du jeu, quoi. Si c'est un jeu, eh ben, on va le gamifier et puis on va faire des trucs avec plein de bravos quand tu as gagné de l'argent, des étoiles qui se mettent à sauter dans tous les sens. Bon, tu passes t'as des vies, tu passes des paliers. Ouais, tu passes au niveau silver. Tu montes tu changes de monde. T'as des followers qui suivent. Ouais. Moi, je le redis, hein, si vous me, j'ai reçu encore un message hier qui me dit plus 7% d'une semaine, Mathieu, j'ai bien fait de te copier. Je leur dis non, ne me copiez pas, j'y connais rien. C'est juste que j'ai beaucoup de Bitcoin et d'Ethereum, donc ça marche, c'est tout. Donc t'as tout ça. Donc aujourd'hui, on a une situation. Alors, ce qui est très intéressant dans la bulle, parce que identifier une bulle, c'est pas très compliqué. En fait, c'est assez simple. Moi, je le fais. Plein d'autres peuvent le faire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas obligé de. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une bulle qu'il faut pas entre guillemets en profiter. Non. Alors, il y a deux choses. Non, mais c'est très important parce que ce que tu dis est le point essentiel. C'est-à-dire que identifier une bulle, c'est très simple. Identifier le timing de l'explosion de la bulle, c'est impossible. C'est-à-dire que pour te donner un exemple, et j'ai souvent réétudié, fait le post-mortem de cette analyse qui était fausse, j'ai identifié la bulle Internet en 1998. D'accord ? Donc tu peux dire il est très fort parce qu'il a vu avant, mais en fait j'ai été très mauvais parce que de 98 à 2000, donc non seulement j'ai pas investi, mais j'ai même joué la baisse et le Nasdaq a été multiplié par 3. Donc ça veut bien dire et ça n'a explosé qu'en mars 2000. Donc tu peux dire génial, en mars 2000 le mec il avait vu ça en 98. Non, c'est un génie. Non, en fait c'est un idiot parce que le type qui voit la bulle trop tôt, ou en tout cas si tu veux, ce qu'il faut se dire, c'est oui, il y a une bulle, mais non, je ne sais pas quand elle va exploser. Parce que sinon, t'es complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que la bulle que je viens d'identifier, dont je parle aujourd'hui, dont je suis certain, on se retrouvera quand tu veux, qu'elle conduira à un crack, d'accord, extrêmement violent, parce qu'une bulle se termine toujours en crack. Le seul truc que je ne peux pas dire aujourd'hui, et donc ça rend mon propos totalement presque inintéressant, mais je le dis quand même, c'est que ça peut se produire en 2024. Et annoncer un truc en 2021 qui va se produire en 2024, si entre-temps le Bitcoin passe à $300 000, Tesla vaut 2000 milliards de dollars, le Nasdaq multiplie par 2 et le CAC vaut 8000, ok, peut-être que derrière tout va se recasser la figure, mais en attendant, t'auras loupé. Donc la grosse difficulté que j'ai moi aujourd'hui, c'est comment j'investis en bourse, parce que c'est mon domaine, tout en sachant qu'on coche toutes les cases pour une bulle. C'est-à-dire comment je rentre dans cette phase qui est une phase hyper compliquée, dont tu sais pas si elle va durer 1 mois, 1 an ou 3 ans, qui fait que tu continues à jouer, mais en sachant que c'est-à-dire t'es dans le train, tu sais qu'il va rentrer dans le mur, mais il peut faire Paris-Lyon avant de rentrer dans le mur. Donc et il n'existe pas des techniques, on peut pas dire, tu sais, on voit pas mal, alors il y a peu de gens qui sont allés à l'encontre de cette technique d'investissement progressif en bourse, comment on appelle ça? Tu peux investir par palier, mais si tu veux. Mais si je me dis, par exemple, je prends juste un exemple, c'est les martingales à la con, comme au casino, etc. Mais si je me dis, typiquement, je mets 1000 € par mois en bourse sur un certain nombre d'actions, tous les mois, et que à la fin, si je mets un trigger qui dit si un jour j'ai moins 20% sur une action, je coupe. Ouais, tu peux faire ça, c'est pas mal. En fait, personne n'a la discipline de faire ça parce que le jour où t'as gagné et t'as fait plus 30%, tu te prends pour un caïd, donc tu vas investir 2 fois plus. Donc généralement, c'est ça le problème. Oui. Non, généralement, ce que disent les gens qui ont mieux vu que ça que moi, notamment en 2000, c'est de dire en fait, quand t'as le premier accident et là tu sors. C'est-à-dire que quand t'as un premier à-coup qui est un peu brutal. Alors ça veut dire que tu vas perdre les 15 premiers pourcents ou les 10 premiers pourcents, mais finalement c'est pas dramatique. Et souvent parce ça remonte quand même à un moment. Il y a un moment, il y a un sous-produit. Ça peut. Non, mais c'est surtout, si tu veux, en fait, une baisse, un crack se fait pas en un jour. Tu vois, il va se faire sur un mois. Bon, alors il y a eu des cracks célèbres qui se sont faits en un jour, notamment en 1929. Mais si tu veux, t'as quand même des signes avant-coureurs. T'as des signes de bulle, on y est.
Et ensuite, tu as des signes quand même avant-coureurs de crack. Donc, ce que te disent les gens qui sont des gens qui gèrent ça mieux que moi, ils disent, en fait, ça sert à rien d'avoir raison trop tôt. Ça, c'est vraiment nul. D'accord? Ça, c'est moi. Et donc, il vaut mieux, en fait, être en alerte et au moindre signe, sauter du train en marche. D'accord? Donc, et il y a des signes. Et donc, aujourd'hui, on est dans les signes de la bulle, mais on n'est pas dans les signes du crack. Okay. C'est ça qui est intéressant. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que chez Meilleur Placement, on a évidemment une clientèle qui est très importante, qui investit sur les marchés. Nous-mêmes, on gère des contrats d'assurance vie qui sont très investis. Donc on a des ratios où on est un peu plus prudent que la moyenne, c'est-à-dire que tout le monde en ce moment est à fond les ballons. Bon, nous, on est un tout petit peu en dessous, mais on reste investi. Et puis évidemment, on va choisir des boîtes qui ont, alors je reviens un peu à notre propos du début, des bons fondamentaux. C'est-à-dire des boîtes dont tu te dis, ok, même si ça se passe mal, elle peut valoir moins, mais elle a des fondamentaux. LVMH restera LVMH. LVMH peut perdre 30%, mais il fera toujours du business, ils vendront toujours des sacs en Chine et ils auront toujours un business qui sera un business fort. Donc, se mettre sur des valeurs dont les fondamentaux sont bons, ça veut pas dire que c'est pas momentum. Par exemple, LVMH, c'est et du fondamental, c'est et du value, et du momentum, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un actif qui est fabuleux, il y a des marques qui sont incroyables, et à la fois il surfe sur je sais pas combien de vagues. Oui, alors après tu peux te dire, je pense qu'il faut, parce que l'actif fabuleux ça suffit pas dans le sens où il peut être survalorisé, c'est-à-dire je prends un Tesla, un actif fabuleux. Oui et non, parce qu'un Tesla, c'est si tu veux, autant, oui, c'est un actif fabuleux, mais c'est un actif fabuleux que tout le monde va avoir bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les autres constructeurs, tu recommences à regarder les chiffres. Bon, ok, les gens qui investissent dans Tesla, d'accord, j'ai bien compris, c'est pas un constructeur automobile, c'est un éditeur de logiciels, tout ça j'ai compris. Je connais le discours, je peux le faire, je peux faire la vente. La réalité, c'est que Volkswagen, c'est que tous les constructeurs automobiles vont sortir des voitures électriques qui seront de la qualité d'une Tesla dans 3 ans ou dans 2 ans. Et donc, est-ce qu'ils auront toujours cet avantage compétitif? Je suis incapable d'en juger. Mais pour moi, un LVMH peut valoir 30% de moins, mais ça veut pas dire que la boîte va s'écrouler. Ouais. Si tu veux, ce que je ne veux plus avoir ou je ne veux pas avoir, c'est me retrouver dans la boîte qui est la boîte pure bulle. Il y a des boîtes value, il y a des boîtes momentum et il y a des boîtes bulles. La boîte bulle, c'est la boîte, si tu veux, qui est porteuse d'espoir, mais sur laquelle il y a aucun fondamentaux. Et si la boîte se casse la figure ou n'arrive même plus à lever d'argent, bah elle est morte. Si tu veux, les boîtes qui vivent de la levée de fonds, bah si tu veux, il y a un moment, si à un moment tout ça se tarit et que tu peux pas continuer et que t'as pas un business qui te permet au moins de survivre, généralement je m'enfuis. Alors ça, dans toutes les startups et les scale-up, il y a évidemment oui, c'est autre chose. Il y en a un beau, mais bon, elles sont en croissance. Elles sont en croissance, mais c'est par définition, c'est un segment d'investissement. C'est un segment d'investissement qui a rien à voir. C'est la nature même de leur boîte de construire l'avenir en prenant des risques sur le présent. Sinon, elles ne deviendraient pas des acteurs. Ça veut pas dire qu'elles sont pas bien. Donc tu parles d'assets, toi, qui sont plutôt... Là, on parle plutôt de bourse. Je suis en train de parler de boîtes plutôt cotées. Et là-dessus, c'est vrai que dans les périodes d'incertitude, tout le monde va se ruer sur des valeurs dites valeurs refuges. Aujourd'hui, on sait plus très bien ce que c'est parce que... t'as des valeurs refuges, certains considèrent que le Bitcoin est une valeur refuge, d'autres considèrent que Tesla est une valeur refuge. On verra l'usage. C'est-à-dire que je considère qu'il va falloir que tous ces actifs-là passent le test d'un crack. Pour l'instant, ils n'ont pas passé. Et là-dessus, tu parles potentiellement, alors ce que je disais justement, cette histoire de ton article sur les SPAC et différents... ce qu'il existe, ça, j'y suis assez étranger en l'occurrence, mais des boîtes cotées, alors pas forcément du CAC 40, quoi, mais des boîtes cotées... il y a plein de valeurs moyennes qui sont devenues des terrains de jeu, en fait. Ouais. C'est-à-dire, on pourrait, en fait, donner une feuille blanche. Tu sais, on dit qu'il y a des boîtes qui sont créées, qui ont des chèques en blanc. Moi, je pense, si l'AMF laissera pas faire, mais si demain, moi, je cote une boîte qui s'appelle Ticket de bourse, dans laquelle il y a juste rien,
Et jeudi, c'est juste le ticket. Et en fait, il faut le vendre à quelqu'un qui soit... Il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a rien. C'est juste un ticket et vous le vendez. Et en fait, c'est le jeu des chaises musicales. Le truc va faire plus 100% tous les mois. Parce qu'il y aura de plus en plus de gens dessus. Et donc, toi, tu vas l'acheter pour le revendre à quelqu'un. Si tu limites le nombre de tickets en disant, ben voilà, j'en émettrai pas de nouveaux, un peu comme le Bitcoin. Et donc, amusez-vous avec ces tickets-là. Et puis, la valeur du ticket, elle donne droit à rien. Mais elle donne droit à l'avoir et quand tu l'as, tu peux la revendre plus cher. Je veux dire, je pense qu'on aurait on aurait des surprises parce que tu mettras au début de la chaîne si tu peux. Ouais, voilà. D'accord. et donc voilà, donc là on est, ça c'est des valeurs loto qui sont devenues en fait des terrains de jeu. Pour les particuliers qui s'amusent. Bon, c'est très sympathique, hein, mais sauf que si tu veux, alors les gens qui sont rentrés entre 2 $ et 483 $, qui était le plus haut sur GameStop, et ils ont probablement beaucoup ri de 2 à 483, sauf que c'est passé de 483 à 50, et là, il y a beaucoup moins de gens qui rigolent. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui sont rentrés à 483 que de gens qui sont rentrés à 2. Donc il y en a beaucoup qui ont fait du divisé par 10 et en effet pas drôle. Ah ouais. Et ça on n'en parle pas assez. On a parlé beaucoup de GameStop passant de 2 à 483, la victoire sur l'hedge fund. Bon, derrière, si tu veux, les gens aujourd'hui, je sais pas combien il y a de dizaines de milliers de gens qui se sont retrouvés collés à avoir acheté du GameStop entre 300 et 483 ou même 200 et 483 qui sont pas sortis et aujourd'hui ça vaut 49 et ils savent pas quoi en faire. Comme toi d'ailleurs, j'en ai parlé dans mes newsletters, c'est-à-dire que je trouve que ce qui m'a fasciné d'abord, c'est le mouvement, c'est-à-dire se dire que de battre contre des hedge funds et voilà, c'est une sorte de contre-pouvoir intéressant. C'était une vraie révolution, mais après bon, si tu veux, il faut tenir sur la durée et tu vois, on tient pas sur la durée. Alors là, le dernier truc qui tient il y a deux trucs qui tiennent sur la durée, c'est Tesla et le Bitcoin, parce que pour moi, c'est les deux places fortes de l'investissement particulier. Et ça sera les deux derniers bastions à tomber si un jour ça doit tomber. Je reviens sur ces feuilles blanches. Alors, on en voit d'autres types, des boîtes qui, comme tu me le disais, vont faire 500 000 € de chiffre d'affaires, et vont être 200 000 € de pertes et vont être valorisées 60 millions. Quoi. Ça existe. Ouais, ça existe. Il y a des boîtes, enfin, je peux les citer d'ailleurs, parce que je pense que même le dirigeant doit être surpris lui-même. Une boîte qui s'appelle Entre Particuliers, qui est cotée à Paris. Il y a 50% de son capital qui tourne tous les jours. Enfin, ça s'est jamais vu. Il y a un chiffre d'affaires. C'est basé sur les annonces immobilières. En ce moment, c'est pas la meilleure période pour les annonces immobilières. Il n'y a pas de nouvelles fondamentales. Il s'est rien passé. Le cours, il peut faire plus 50% dans la journée. Donc, avec des volumes qui sont des volumes colossaux. Il y a rien derrière. Et je pense que je connais pas le dirigeant, mais si je l'appelais, il serait le premier surpris. Et ça, ce sont des particuliers derrière, principalement? Ouais, c'est que des particuliers. Mais alors, ils viennent sur des forums. Alors, les forums. En France, c'est quoi? C'est pas Reddit, j'imagine? Non, il y a des Boursorama et puis il y a beaucoup il y a beaucoup de gourous maintenant sur Twitter. Il y a beaucoup d'influenceurs. On est comme dans la mode, aujourd'hui comme dans la cosmétique. Nous, c'est pas Kim Kardashian, mais on a nos Kim Kardashian qui ont 30 000, 40 000, 50 000 followers qui sont, alors il y en a des très brillants, très bons. Tu peux m'en citer ou il y a un mec qui est très fort qui s'appelle Nicolas Chéron il doit avoir 40 000 followers. C'est un type qui a vraiment qui donne des bons conseils tous les jours. Et bon, si tu regardes lui, il en conseille d'autres. Enfin, il y a toute une communauté de types très bons et puis il y a des gogos. Des gogos qui racontent n'importe quoi, ou des mecs qui arrivent sur le forum de Boursorama, ils se lèvent le matin et puis ils disent Entre particuliers, je suis sûr qu'il va y avoir une OPA parce que la boîte, alors comme les autres, ils ont rien vu, ils comprennent rien, ils disent tiens, le type a dit ça, ils achètent, ça prend 15%, ça marche, ils continuent quoi. Donc ça aujourd'hui, je peux t'en citer 50 des boîtes comme ça. Aujourd'hui, alors généralement elles ont toutes les mêmes caractéristiques, c'est des sociétés qui sont très très liquides parce qu'elles ont un actionnariat qui est beaucoup de flottants. C'est-à-dire qu'il y a pas de noyau dur d'actionnariat. Alors le flottant, c'est le flottant, côté, c'est ce qui est. Non. Alors le flottant, c'est la partie qui appartient
au public, enfin et au fond, qui n'appartient pas aux fondateurs. Et donc et là, ça c'est des sociétés, par exemple, je crois qu'entre particuliers, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils doivent avoir 85% de flottants. Donc ça veut dire que 85 qui est en bourse que tu peux acheter, vendre, etc. Et le fondateur a 15%. Oui, par exemple. Alors je sais pas. Souvent, il y a beaucoup de boîtes dont c'est l'inverse, c'est que tu as 15-20% en cotation. Et là, généralement, celle-là, c'est plus stable. C'est plus stable. Mais aujourd'hui, tu as des introductions en bourse qui sont totalement délirantes en France aussi, hein, aux États-Unis évidemment, mais en France, on a eu une introduction qui s'appelle Hydrogen Refueling Solution. Donc le type a mis le nom Hydrogène, ce qui était très intelligent. C'est une boîte qui a fait je veux pas dire de bêtises, mais à juin 2020, elle a dû faire 2,5 millions de chiffre d'affaires, 1 million de pertes. Elle s'est introduite en bourse à 300 millions. Donc 2,5 millions de chiffre d'affaires, 1 million de pertes, 300 millions d'introduction. Elle est montée jusqu'à 700 millions de valorisation en 2 semaines. Ça veut dire que je devrais coter en bourse ma boîte, moi, peut-être, non? Ouais, peut-être. 300 millions, ça serait pas bon, ça te ferait un peu d'argent de poche. Donc voilà, donc une période très particulière. C'est-à-dire que c'est une période qui est évidemment totalement fascinante. Moi, je suis en transe tous les matins parce qu'il se passe, il y a des révolutions tous les jours, économiques, macroéconomiques, financières. Donc ça évidemment passionnant. Et puis cette schizophrénie, c'est-à-dire à la fois tu dois être dans la course parce que tu peux pas t'arrêter puisque ça peut encore durer pendant 2-3 ans, et à la fois tu dois être relativement prudent. Et quelle est l'incidence sur la value? C'est-à-dire, si demain tout ça éclate, est-ce que les refuges... alors après, le reste de l'économie, je te le poserai, mais je sais pas, ça concerne moins la martingale. Les refuges baissent, mais ça reste des valeurs qui ont des bons fondamentaux. Donc si tu veux, ça peut baisser, mais le fondamental, lui, il est là. Donc oui, LVMH, je dis n'importe quoi, je prends LVMH, je pourrais prendre n'importe quoi. S'il y a un crack demain, LVMH perdra 30%. Mais même à 70% de sa valeur, LVMH, ça restera une très bonne boîte. Par contre, si tu veux aujourd'hui, si tu vas chercher les cadavres du crack de 2000, je te cite 100 noms que tu connais même plus, qui ont disparu. La boîte n'existe plus. Voilà. Et normalement, dans la foulée, tout baisse. L'IMO... Oui. Alors attention, hein, que pour les gens qui nous écoutent, je suis pas du tout en train de prédire un crack demain. Non. Je dis bien, hein, moi je reprends toujours cet exemple qui permet d'avoir énormément d'humilité. Greenspan, qui était le patron de la Fed, hein, le patron de la Banque centrale américaine, en décembre 96, parle d'exubérance irrationnelle sur les marchés, notamment sur le Nasdaq. Décembre 96. Et le Nasdaq a explosé en mars 2000. Décembre 96, mars 2000. Hein. Donc ça fait 3 ans et demi. Donc le temps est long. Hein. Donc je suis pas du tout en train de dire ça. Mais le jour où ça se produira, parce que j'ai pas de doute sur le fait que ça se produira, le jour où ça se produira, t'as le pan qui était les tickets de loto qui disparaissent. Bon, ok, ça c'est le jeu. T'as malheureusement, moi c'est ce qui me gêne le plus, c'est que les particuliers, il y a beaucoup de particuliers. Tu vois, nous on a eu à chaque fois en 2000, il y a eu beaucoup de particuliers, ils sont partis. Puis en 2007, il y en a qui sont revenus, puis ils sont partis. Donc c'est un peu l'effet de balancier. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait beaucoup de particuliers en bourse, mais qu'ils aient une attitude un tout petit peu plus responsable. Donc ça serait mieux, parce que c'est embêtant, parce que s'ils se brûlent les ailes et qu'ils perdent beaucoup d'argent, on va pas les revoir pendant 10 ans. En revanche, c'est pas les seuls à perdre beaucoup d'argent. Souvent, il y a aussi quelques professionnels qui se font éclater au passage avec la bulle. Bien sûr. Enfin, disons que c'est aujourd'hui, si tu veux, sur des boîtes, ces boîtes dont je parle, des boîtes tickets de loto, il y a peu de professionnels. Et pourquoi une bulle ne peut pas se dégonfler? Pourquoi elle éclate? Enfin, je sais pas si elle peut pas, mais... elle peut pas se dégonfler. Parce que, en fait, tant qu'elle n'éclate pas, elle continue à gonfler. En fait, c'est ça le principe. C'est que elle peut pas se dégonfler progressivement. Dans la théorie, ça serait idéal. C'est ce qu'a essayé de faire Greenspan en 96. Il a dit, au lieu d'exploser la bulle, je vais essayer assez tôt d'avertir les gens pour que elle se dégonfle naturellement. Mais en fait, ça marche pas. Parce que là, on pourrait se dire, typiquement, sans rentrer, je suis pas très fort en macroéconomie, mais tu augmentes un peu les taux d'intérêt petit à petit. Surtout pas. Ouais, mais on peut pas le faire aujourd'hui, puisqu'il y a une problématique d'économie, puis il y a une problématique de dette. Le problème, c'est que moi, ce que je pense, c'est qu'on arrive dans un corner, quoi, parce que
on maintient artificiellement les taux d'intérêt, sauf qu'on a des dettes qui explosent. Et si demain la croissance revient, tu peux pas justifier d'avoir des taux d'intérêt négatifs avec un taux de croissance à 5%. Donc, je pense que moi, j'aimerais pas être banquier central en 2022, parce que eux, ils vont avoir mal à la tête, et nous, on risque d'avoir mal aux fesses, parce que 2022, si tu veux, moi, je pense qu'il va y avoir une surchauffe économique, parce que on va avoir un effet libération post-crise sanitaire. Bah, derrière, c'est pas le sujet de la martingale, mais on en parle 2 secondes. Mais derrière, si t'as une surchauffe, t'as une envolée de l'inflation qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, hein, depuis le début des années 2000, enfin 2007. Et donc à partir de là, t'as des banques centrales qui sont un peu emmerdées parce qu'elles ont des pays qui ont 5% de croissance. Oui. D'un autre côté, des dettes qui ont explosé. Comment tu fais comment rembourser sur ces 5%, Oui, et puis pourquoi tu maintiendrais artificiellement le taux de l'Italie à 0,50 ou 0,60% alors que le pays a de la croissance et qu'il est surendetté. Donc il va y avoir un problème. Je pense qu'il va y avoir un vrai problème macroéconomique et les banques centrales sont allées trop loin, je pense, beaucoup trop loin. Et alors, ça va. Moi, ce que j'ai du mal à voir, c'est au sens plus large, et c'est peut-être un tout petit peu mon martingale, mais quand même. Ça me concerne en tant qu'entrepreneur, mais finalement aussi sur tous mes assets. C'est-à-dire que je pourrais me dire de loin, finalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand j'entends ça ? Que ce soit, c'est à moi de choisir, et on n'est pas en train de dire que c'est maintenant. Mais non, surtout pas. Mais est-ce que je pourrais me dire, je devrais vendre ma boîte, je devrais vendre mon appart, je devrais vendre mes actions, mais à la fin, je me retrouve avec du cash. Bah ouais. Et le cash, il va se dévaloriser aussi potentiellement dans tout ça. Enfin, c'est quoi non, mais c'est surtout, c'est surtout pas la conclusion que je voudrais que les gens tirent. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'au contraire, après, il faut se passer sur des cycles longs. Voilà, on parlait de Facebook, Google. Des boîtes peuvent surmonter des cracks et puis devenir des vrais leaders. Donc, quand on investit en bourse, on répète toujours la même chose. Il faut viser 10 ans. Donc, quand tu investis en immobilier, il faut viser 15 ans. Donc c'est pas ce dont je parle. Je parle pas de tendance à 10 ans ou à 15 ans là. Je parle de c'est pas un micro-phénomène, je parle d'un phénomène, mais d'un phénomène qui est un phénomène de moyen terme. Sur les tendances long terme, on peut tout à fait continuer à vivre normalement. Il s'agit pas de se mettre dans un bunker, de prendre son cash et de le retirer de la banque. Bon, rappelons-nous quand même, c'était pas un autre siècle, hein. En 2008 et en 2009 et en 2010, les gens m'appelaient pour me demander si ils pouvaient garder l'argent à la BNP ou à la Société Générale et s'il fallait pas aller à la Poste parce que la Poste serait la dernière à tomber. C'était pas avant la guerre, hein. C'était là. Donc je suis pas en train de dire que ça va se passer, mais il y a des gens qui achetaient des Rolex en Islande, quoi. Voilà. Donc exactement. Donc moi, je pense que à la fois on était trop sombre à cette époque-là. Je pense que là, on oublie les règles. Il y a des règles, en fait. Moi, j'ai toujours vécu ça, c'est-à-dire qu'on m'a toujours expliqué qu'à un moment, ce qui est vrai d'ailleurs très tôt, que j'étais déjà un vieux con, en m'expliquant qu'il y avait un nouveau paradigme, il y avait des choses que je comprenais pas. En 2000, je comprenais pas qu'en fait, il fallait pas raisonner par rapport aux rentabilités, il fallait raisonner par rapport au nombre d'abonnés. C'était la grande mode à l'époque, nombre d'inscrits. Donc moi je disais mais oui mais la rentabilité t'as rien compris. Et puis aujourd'hui on m'explique que finalement un champion, moi je suis fasciné de voir que les critères de sélection du Next 40 et de toutes les boîtes c'est French Tech je sais pas quoi 120 c'est le montant levé. Et je me dis mais en quoi ça peut être un indicateur, est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un parle de chiffre d'affaires? Non, c'est le monthly active user. Voilà, d'accord. Et donc, est-ce que je me rappelle très bien que quand à l'époque, je faisais des interviews de dirigeants dans mon émission sur BFM qui s'appelait C'est votre argent, et j'avais interviewé, qui est un garçon brillant d'ailleurs, le gars de Blablacar, et quand je lui avais, Mazella, quand je lui avais dit à la fin du truc, il me parlait de croissance, de fonds levés, je lui ai dit et la rentabilité, il m'a regardé, et j'ai senti qu'il avait pitié pour moi, parce j'étais vraiment un has-been total, et à ses yeux, je n'étais plus un interlocuteur. Sauf qu'aujourd'hui, je connais toujours pas le chiffre de Blablacar, et je connais toujours pas son revenu, je connais toujours pas sa rentabilité,
et que moi j'investis dans des boîtes alors ça veut pas dire qu'il faut pas investir dans des boîtes, Google est un exemple, Facebook et autres, mais il faut des fondamentaux quand même. Ça revient à ce qu'on disait au tout début sur la value, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut faire des paris, mais à un moment le but d'une société c'est d'être rentable. Alors je suis là-dessus, c'est être rentable, et dans les fondamentaux il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Juste avant qu'on enregistre, je te parlais, et c'est pas là pour le coup, je le dis pas parce que ça a été mes sponsors sur un autre podcast, mais juste parce que je t'en parlais et que je te disais combien je kiffais ces boîtes. Je te parlais d'Alan, je te parlais de Conto. Nous on fait aussi des vrais success stories. Même là en ce moment sur Cityscoot, j'en ai parlé, mais sur Dealcab, et en fait souvent même dans les analyses financières, j'ai un peu halluciné en me mettant un peu plus dans ce métier-là et de revente d'actions ou de choses comme ça. Dans les analyses, en fait, on te dit il y a tel actionnaire, ça vaut tant, il y a tel truc, il y a tel machin. À un moment, en fait, tu vois, moi, j'ai appelé 10-15 personnes de mes potes et je leur ai dit, tu utilises Cityscoot? Et oui, et tu kiffes, et oui, c'est chambé. Et en fait, il y a quand même un truc, tu vois, où à la fin aussi, avant de voir, parce que c'est des boîtes qui sont en forte croissance, mais il y a des boîtes qui sont en forte croissance qui font que de la merde, tu vois. En particulier dans cet univers des trottinettes, des machins, il y en a. Et dans plein d'univers. Et moi, ce que j'aime chez Alan, chez Conto, en fait, c'est que c'est pas une banque, en fait. C'est pas une assurance. C'est des boîtes qui, quand tu les utilises, tu vois la valeur de la tech, la valeur du service, le service rendu, le temps qu'ils me font gagner. Ce sont des vraies boîtes. Et voilà, ce sont des vraies boîtes. Alors, elles sont peut-être survalorisées. Mais c'est pas le sujet à la limite. Mais en fait, je crois tellement qu'ils ont tout compris versus des vieux acteurs qui sont complètement à la ramasse et qui fanfaronnent encore, que je me dis, en fait, et donc là-dessus, on n'est pas encore dans des chiffres qui sont, tu peux dire, rentabilité, tu vois, par rapport à... Alors, je parle pas forcément de Blablacar et je connais pas suffisamment ce sujet-là, mais dans ces boîtes-là, je me dis pas... je peux comprendre, en tout cas, en étant utilisateur aujourd'hui, et étant utilisateur d'autres systèmes qui se disent beaucoup plus sains, etc. Moi, je suis plus inquiet pour ces anciens acteurs que pour ces nouveaux, parce que je me dis, ils n'ont pas compris un truc. Je dis pas quelque chose de différent, je dis simplement le seul critère d'appréciation d'une entreprise, ça peut pas être le montant levé. Non, c'est sûr. Et quand je vois qu'on sélectionne des sociétés uniquement sur le montant levé, éventuellement sur le pourcentage de croissance, je veux dire, si demain, toi tu es bien placé pour savoir, c'est en partie ton métier, si demain tout mon business repose sur un coût d'acquisition qui est extrêmement élevé, et pour faire du chiffre d'affaires, je dois dépenser beaucoup d'argent, mais du coup je fais beaucoup de chiffre d'affaires, bon, est-ce que je suis viable ou pas? Je sais pas, c'est toi qui me le diras. Ouais, c'est ça. Mais et moi, mon expertise, je dirais potentiellement un tout petit peu différente de la tienne là-dessus, parce que je suis peu qualifié pour voir les aspects très financiers. Et voilà. En effet, j'essaye de m'extraire aussi du montant levé parce que je m'en fous. Mais en revanche, j'essaye de voir si la boîte est bonne et si les gens aiment bien. Ouais, mais ça, c'est un autre critère encore. Et pour moi, ça, c'est un critère. C'est un critère d'usage. Oui, mais c'est aussi c'est un critère d'usage et c'est aussi une obsession. C'est-à-dire que normalement, l'entrepreneur, c'est pareil. Les montants levés, il s'en fout. Lui, ce qu'il doit. Moi, mon obsession en tant que patron, c'est d'être certain que mes clients soient contents de bosser avec Podavostra, tu vois. Absolument. Le reste, je m'en fous, en vrai. Enfin, je vais être rentable, tu vois. Parce que il faut l'être pour être viable. J'ai pas pris d'argent, donc de toute façon. Il faut l'être pour être viable à terme. Oui. Voilà. Mais pour moi, c'est un bon signal quand tu vois certaines boîtes où les gens en fait s'en foutent et se disent. Et j'en ai vu, et dans la tech, j'en vois en fait très clairement, et des boîtes qu'on fait parler d'elles il y a un an et qui disparaissent complètement un an après, qu'on fait parmi les plus grosses levées, ça me fait halluciner, quoi. Exactement. Ok. Alors, ouais, moi, ce qui m'a fait un peu halluciner, non, je reviens sur notre sujet bull value, et j'essaierai de faire un truc sur le value prochainement, d'ailleurs, c'est prévu. C'est que moi, je suis plutôt dans toi ce que tu appelles le momentum. Et le value, je suis assez mauvais. Donc, je découvre ça en ce moment parce que, en fait, instinctivement, alors c'est pas probablement pas que instinctivement, parce que je lis Marc Fiorentino tous les jours, je suis en train de me dire attention. Mais attention, il faut pas les opposer. Hein. Non, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il faut combiner les deux. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais je commence à m'y intéresser, à lire des livres. Je lis un super livre de Tobias Carlyle qui s'appelle un type que j'écoute en podcast. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et The Acquirers Podcast. Je vous mettrai les liens du livre et du podcast. Pour c'est en anglais. Et en fait, là, je me dis. Je suis trop sur du momentum et c'est un peu con.
En plus, mais peut-être que tu penses que t'es que sur du momentum et que tes momentum elles sont aussi value. Ouais, peut-être. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas. Donc, moi, je vais te dire, très simple. De toute façon, j'ai sur mon app gamifiée de bourse, c'est public. On peut accéder à mon à ton portefeuille. À mon portefeuille. Et devenu un influenceur. Devenu le Kim Kardashian de la bourse. C'est ça. Non, sauf que moi, je dis à tout le monde de surtout pas me suivre. Je le dis, je le redis, c'est très important pour moi parce que, alors là, je veux pas, je sais que je suis totalement amateur et je veux pas prendre cette responsabilité. Ah bah oui, mais je suis pas connecté là. Ah bah non, je suis en mode avion, je vais pas. Mais en gros, j'ai Google, Amazon, Facebook, Alibaba. J'ai pas de Tesla, en l'occurrence. J'ai du Bitcoin beaucoup. En fait, paradoxalement, j'ai beaucoup de Bitcoin et beaucoup d'Ethereum parce que je mets les mêmes montants que sur tous les autres. C'est ça. Tous les mois. C'est bien. Et ceux-là ont tellement explosé que du coup, ils représentent 50% de la valeur de mon portefeuille. Tant mieux. Ouais. Bien vu. Bravo. Je continue à mettre autant sur chacun tous les mois. Ça m'étonne pas qu'il y ait des millions de gens qui te suivent. Alors. mais en revanche, en un an, j'ai fait plus de 100%. Bravo. Mais ouais, non, j'en suis pas fier. Non. Enfin, si, j'en suis fier. Si, mais c'est fait. Hein. Non, mais oui, c'est fait, mais j'ai pas vendu. Tu vois, et voilà. Bravo. Et tous les mois, j'ai mon pote avec qui je pars dans 3 jours, quelques jours en vacances, qui me dit, mais faut que tu vendes. Et tous les mois, je le vois, et tous les mois, je lui dis, tu vois, j'aurais vendu il y a un mois, machin, et je vais me faire éclater un jour, mais bon. Ou pas. Ok, mais c'est vrai que j'aimerais aussi trouver, tu vois, alors. Comme t'es rentré progressivement, sors progressivement, c'est pareil. Prends la même technique d'entrée qu'à la sortie. Peut-être. Mais j'aimerais trouver aussi dans ces values, tu vois, ces quelques boîtes dans lesquelles... tu sais quoi, en vrai, je te disais, je devrais coter Cosa Vostra, mais je pense que, fondamentalement, je dis pas ça, mais la manière dont je gère ça en bon père de famille, etc., ce serait pas mal du value. Ah bah oui, tout dépend combien ça dépend à combien tu le valorises. Exactement. Mais en l'occurrence, j'ai des bons... C'est une boîte qui a des fondamentaux. Ouais. Je prendrais la boîte au-dessus avec... Ouais. Faut que je vais coter ça en bourse. Non, mais il faut que tu parles à des spécialistes de la value. Il y a le pape de la value en France, c'est Romain Burnand, qui est le patron du fonds Moneta. C'est un fonds qui fait 3,5 milliards. C'est un ancien analyste. Alors lui, c'est vraiment, c'est un mini Warren Buffett français, quoi. Donc lui, c'est un gars qui est formidable. Alors il aime pas beaucoup les médias, mais il faut que tu arrives à le convaincre, lui ou quelqu'un de son équipe. Il va t'expliquer les fondamentaux. Bon, lui, par exemple, alors ça va te faire hurler, mais en ce moment, il investit sur les banques parce qu'il considère qu'elles sont arrivées à des niveaux de valorisation qui sont absurdes. Par le bas. Par le bas. Ok. Voilà. Ouais, non, mais tu sais, finalement, alors moi, il y a un moment, non, mais c'était très différent. Mais c'était un peu value pendant cette crise. Moi, j'ai investi sur du Airbus et des compagnies, etc., parce qu'elles étaient tellement descendues que je me suis dit, de toute façon, Airbus remontera, tu vois. Et après, j'ai revendu quand même, parce que je me suis dit, sur le long terme, je sais pas. T'as bien fait. Mais voilà. Ok. Écoute, passionnant. Value versus momentum. J'allais dire placez-vous dans l'échiquier, mais c'est vieux, vous placez au milieu. Exactement. En fait, on peut combiner les deux. Voilà, investissez votre temps dans la newsletter de Marc, peut-être aussi, pourquoi pas, dans Meilleur Placement. Voilà, si vous adhérez à tout ça. En tout cas, déjà, vous perdrez pas de temps si ces sujets vous intéressent en lisant quotidiennement comme moi et en nous débriefant Meilleur Placement. Vous trouverez ça, je mettrai le lien évidemment. Et puis, merci Marc. Merci à toi. Merci à vous d'écouter La Martingale. Partagez-le. J'espère que je pourrai compter sur toi pour le partager à des centaines de milliers de... Absolument. Avec dizaines. Je croyais que tu avais plusieurs centaines de milliers. Non, pas de centaines de milliers. Dizaines de milliers. Voilà, d'inscrits. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine sur La Martingale en espérant que la bulle n'est pas éclatée. Mais non, mais surtout ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, et surtout, je te fais pas dire ce que je t'ai pas dit. Et surtout, je suis aussi content de faire ces épisodes-là parce que Non, c'est juste pour prendre un peu de recul, c'est tout. C'est intéressant de prendre un tout petit peu de recul. C'est pas parce qu'on identifie qu'il y a un danger qu'il faut vivre dans un bunker. C'est pas du tout ce que je dis. Mais je me mets dans ton sillage là-dessus, c'est-à-dire que tu es aussi un influenceur de facto, puisque j'essaye. Voilà. Et moi, je sais que je suis. Mon positionnement par rapport à La Martingale, c'est que je suis assez amateur. Ce que je connais, c'est les valeurs tech. C'est pour ça aussi que je m'y mets sur d'autres métiers que je fais en ce moment. Mais au-delà de ça, je veux surtout pas donner de conseils et dire que ça va exploser, ça va pas exploser. Je veux juste qu'on soit
Comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. Exactement. Voilà. Ok. Merci à tous. Partagez cet épisode à fond. Je vous remercie. La valeur martingale a fait x2 en 2 mois et demi, Bravo. je crois. Donc, Bravo. tu vois, l'audience, en tout cas, est en train de grossir. Et c'est grâce à vous tous. Il y a plein de clubs d'investissement aussi, je crois, qui commencent à partager tout ça. Donc, je trouve ça trop cool. N'hésitez pas. Trouvez les liens vous trouverez les liens sur les notes de l'épisode et sur le site lamartingale.io. Il faudra qu'un jour je mette une newsletter pour juste envoyer les épisodes, mais on fera ça plus tard dans un projet commun avec Marc Fiantini. Allez, salut. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.